Donc, juste pour rappeler une toute petite chose dans la physiopathologie de l'HPN, j'ai mis cette diapo juste pour reparler un tout petit peu de ce qu'on appelle un clone, parce que souvent les patients n'ont pas toujours, comprennent pas pourquoi on parle de clone HPN. C'est parce que toute cellule dérivée d'une même cellule forment un clone. Donc toutes les cellules du sang qui dérivent d'une même cellule souche hématopoïétique forment un clone, quel que soit le type de cellule, globule rouge, globule blanc, plaquettes. Donc on trouve dans la moelle osseuse les précurseurs des cellules matures et dans le sang que des cellules matures. Donc quand vous avez une cellule qui dérive d'une cellule souche hématopoïétique, et ben, toutes les cellules dérivées, c'est un clone. Et quand vous avez une cellule qui a une mutation PIG-A qui s'expand et qui prend beaucoup de place, et ben, toutes les cellules dérivantes de cette cellule PIG-A mutée vont former le clone HPN. Et quand on donne des proportions, c'est la proportion de cellules HPN par rapport à la proportion de cellules totales. Donc, on sait que l'HPN est lié à des mutations de PIG-A sur une ou plusieurs cellules souches hématopoïétiques, que cette mutation PIG-A, elle va entraîner un défaut d'expression de plein de molécules à la surface de toutes les cellules qui dérivent de cette cellule souche hématopoïétique mutée, dont deux protéines qui ne seront plus exprimées, qui sont le CD55 et le CD59, et qui sont des molécules qui sont très importantes dans la régulation de l'activation de la cascade du complément sur les globules rouges, et qui normalement empêchent que les globules rouges soient détruits par le complément en situation normale. Et donc ce qui se passe dans l'HPN, c'est que les cellules, quelles qu'elles soient, mais en particulier les globules rouges, n'ont plus ces deux molécules de régulation. Le complément, dès qu'il va s'activer, va être responsable d'une destruction des globules rouges et donc à la fois d'une hémolyse qui va induire une asthénie, mais aussi la libération d'hémoglobine libre dans le plasma qui entraîne un très grand nombre de symptômes, donc tout ce qu'on appelle de la dystonie, c'est-à-dire les douleurs abdominales, la dysfonction érectile, la dysphagie, la dyspnée, et va être à l'origine de thromboses qui sont à l'origine d'autres complications plus sévères également. Le premier traitement de l'HPN, c'est l'éculizumab, qui permet le blocage donc, de cette cascade du complément qui aboutit à la destruction des globules rouges au niveau de cette fraction C5 du complément. Donc c'est un anticorps monoclonal qui bloque le C5 et qui bloque la formation du complexe d'attaque membraneur et la destruction des globules rouges. Et donc les premières études qui ont été publiées initialement en 2004, puis il y a eu plusieurs études successives, ont permis de montrer que ce médicament permettait de réduire drastiquement les conséquences de l'HPN, réduire le nombre de transfusions, réduire de plus de 80% le risque de thrombose chez les patients qui portaient un HPN. Donc, et là, vous voyez la proportion de patients transfusion indépendants et permettait d'améliorer la survie dans cette maladie. Donc c'est un médicament qui a drastiquement changé la prise en charge de cette maladie. Pour les patients qui sont atteints et qui ont connu l'avant et l'après, ils se souviennent de ce que ça a changé dans leur prise en charge. Et c'est un médicament qui, globalement, a très peu d'effets secondaires, puisque la majorité des effets secondaires qu'on peut observer dans les cohortes qui les ont évalués, c'est principalement des effets qui sont liés à la persistance d'un peu d'hémolyse. Le seul effet secondaire qui est vraiment récurrent, c'est chez certains patients, les maux de tête, et qui sont récurrents au moment des perfusions, mais qui sont sensibles au paracétamol. On sait qu'il y a un risque, et ça, c'est vraiment très important de le rappeler, que le risque d'infection à méningocoque sous inhibiteur du complément n'est pas théorique, il est réel, et qu'il est vraiment très important de vacciner les patients et de les traiter quand ils ont de la fièvre et de leur donner des prophylaxies antibiotiques, et qu'avec l'éducation des patients, vous voyez, ça c'est le taux de mortalité lié à ces infections à méningocoque sous éculizumab, qui a très nettement diminué avec le temps et avec la mise au point de protocoles efficaces de prévention. Mais c'est un médicament qui se fait par voie intraveineuse tous les 14 jours, ce qui a eu un retentissement majeur aussi sur la vie des patients qui étaient traités. Ils allaient mieux,
ils étaient en meilleure forme, ils faisaient moins de complications, ils avaient une survie qui était nettement meilleure, mais ils devaient aller tous les 14 jours à l'hôpital ou avoir la HAD tous les 14 jours à la maison, et ça avait des conséquences très importantes sur la vie, sur la vie professionnelle, sur la scolarité, les études, les voyages. Puis ces patients qui rapportaient également, en particulier lors des infections ou à l'occasion de vaccination, des épisodes d'hémolyse intercurrents, et pour certains un effet fin de dose, c'est-à-dire la récurrence des symptômes juste avant la perfusion. Et c'est pour ça que les industriels se sont attachés à essayer de développer des médicaments qui avaient une durée d'action beaucoup plus longue. Pour ça, ils ont modifié l'éculizumab pour faire le ravulizumab, et avec quelques petites modifications, ils ont pu avoir un médicament qui se recycle au niveau intracellulaire, ce qui fait qu'une fois qu'on a fixé le complément, il y a tout un phénomène de recyclage qui fait qu'ensuite la molécule est à nouveau libre, ce qui fait que la durée de vie est beaucoup plus longue et que l'effet est beaucoup plus stable. Aussi, l'autre petite chose, c'est qu'ils ont augmenté par rapport aux doses d'éculizumab, ils ont un peu augmenté la posologie globale du traitement. Et ce médicament a été évalué dans 2 études. Une étude qui concernait des patients qui n'avaient jamais reçu auparavant d'éculizumab, qui étaient tous anémiques avec des marqueurs d'hémolyse significatifs, et une autre étude qui concernait des patients qui étaient déjà sous éculizumab avec une maladie relativement stable. Et donc ces 2 études qui étaient des études randomisées, donc il y avait un groupe ravulizumab, un groupe éculizumab, ont montré que globalement, alors c'était une étude de non-infériorité, donc l'objectif c'était de montrer que le ravulizumab ne faisait pas moins bien avec des doses qui ne sont plus toutes les 2 semaines, mais tous les 2 mois, toutes les 8 semaines. Mais globalement, toutes les études ont montré que les résultats étaient en faveur d'un effet plus significativement meilleur, même si ce n'était pas l'objectif, on peut le dire, du ravulizumab par rapport à l'éculizumab, c'est-à-dire que les patients étaient moins fatigués, faisaient moins d'hémolyse intercurrente et avaient des taux d'hémoglobine et un nombre de transfusions qui était réduit. Donc globalement, un traitement qui est globalement aussi efficace et qui, du fait de ses modalités d'administration, a clairement apporté un bénéfice aux patients en termes de qualité de vie. Donc, et plus ces petits points, moins de transfusion, une hémoglobine un peu plus élevée et moins d'hémolyse intercurrente. Donc ça, c'était une étude qui évaluait justement ces hémolyses intercurrentes, et vous voyez que dans le bras ravulizumab, il y en a significativement beaucoup moins par rapport au bras éculizumab. C'est un traitement qui n'a pas plus d'effets secondaires que l'éculizumab. Il n'y a pas eu d'infection méningocoque rapportée dans ces études, et globalement, le profil de tolérance est globalement très bon. Donc c'est clairement, en termes d'inhibiteurs terminaux, un médicament qui a amélioré la prise en charge des patients. Donc ça, c'est une étude qui avait été réalisée chez des patients qui étaient déjà sous éculizumab et qui étaient ensuite dans le protocole ravulizumab. Et globalement, vous voyez que la majorité des patients préféraient le ravulizumab pour la fréquence des injections, pour la possibilité de faire autre chose de sa vie, pour le contrôle des symptômes de la maladie et de la fatigue. Il y a d'autres inhibiteurs terminaux, donc d'autres inhibiteurs du C5. Il y a le crovalimab, qui est un autre anticorps monoclonal, qui a également un mécanisme de recyclage qui fait qu'il a une haute affinité pour le C5 et une durée de vie plus longue, et qui s'administre en sous-cutané avec des injections mensuelles, qui a un petit avantage, c'est que ce n'est pas le même antigène que l'éculizumab et le ravulizumab, donc ce n'est pas la même cible exactement sur la molécule, et que c'est important chez les Japonais parce qu'il y a certaines personnes qui ont un polymorphisme du C5 qui fait qu'ils étaient complètement résistants à l'éculizumab et au ravulizumab. Et c'est un médicament qui, globalement, a été évalué dans des études d'abord monobras, entre guillemets, puis une étude randomisée qui a été présentée hier à l'EHA et qui montre globalement qu'en termes d'efficacité, avec ce traitement mensuel sous-cute, on a des résultats qui sont similaires à l'éculizumab. Par contre, donc ça c'était les données de l'étude de phase 3. Par contre, ce qu'on a, non, je ne vous l'ai pas mis, mais par contre, l'étude randomisée, elle a clairement montré que les patients préféraient le sous-cute
mensuel à la maison plutôt que le traitement intraveineux à l'hôpital. Voilà. Et puis, un dernier médicament, ça c'est le ravulizumab dans sa version sous-cutanée hebdomadaire. Donc nous, on avait participé à cette étude qui comparait le ravu IV et le ravu sous-cut, qui montrait que globalement, c'était à peu près aussi efficace dans les deux cas. Mais là encore, il y avait des données qui laissaient à penser que la plupart des patients préféraient être autonomes à la maison avec leur traitement que d'aller à l'hôpital. Donc, en conclusion, on peut dire que ces nouveaux inhibiteurs, en tout cas pour le ravulizumab, ils permettent un meilleur contrôle de l'hémolyse intravasculaire. Pourquoi je précise? Parce que Régis va vous parler de ces patients qui ne répondent pas bien aux inhibiteurs du C5. Et dans ce cas-là, mettre d'autres inhibiteurs du C5 n'est pas plus efficace. C'est des modes d'administration qui sont moins contraignants, sous-cut ou longue durée. Et globalement, ça permet clairement d'apporter une amélioration de la qualité de vie aux patients. Et ça, c'est juste pour vous dire que les choses ne s'arrêtent pas. C'est toutes les autres molécules qui sont des inhibiteurs terminaux qui sont en cours de développement. Merci beaucoup. Donc Elisabeth, rebonjour. Bonjour. Puisqu'on a échangé déjà tout à l'heure pendant la pause déjeuner. Même question comme à chaque fois. Comment tout a commencé, si je puis dire? Alors, mon histoire, elle est un peu inverse à celle qu'on a entendue tout à l'heure. Je cherche Solange. Coucou. Chez moi, ça a commencé par l'aplasie. Ça a commencé en 2006 et c'est seulement en 2017 que le diagnostic d'HPN a été posé. Et il a été posé, disons que ça a été une énigme assez complexe, si j'ai bien compris, pour mon hématologue, qui est justement le docteur Thériault, qui devait être là, parce que je ne présentais pas des signes très classiques, ou en tout cas très bruyants de l'HPN. À savoir, j'ai jamais eu d'urine noire, j'ai jamais eu de douleur abdominale, par exemple, de dysphagie. Voilà, donc je pense que, en tout cas, la manière dont il me l'a expliqué, c'est qu'il y avait des symptômes qui collaient pas très bien les uns avec les autres, et que la seule manière, en fait, de réunir le tout, c'était de poser le diagnostic d'HPN au milieu. Et là, ça prenait du sens. Voilà. Et vous le découvrez de la même façon que l'aplasie médulaire, ou vous finalement s'habitue à l'un après l'autre? Alors pas du tout, ça se passe pas de la même manière. Dans les deux cas, c'est brutal, mais pour des raisons différentes. La première fois, le diagnostic d'aplasie, il arrive alors que les symptômes sont présents, je pense, depuis de longues semaines, voire des mois, et que j'ai laissé traîner parce que j'ai 30 ans, je suis en super bonne santé, et que, en fait, je pense que je m'adapte bien, et j'imagine pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de grave. Et donc, comme pour beaucoup d'entre vous, je pense, ça arrive au décours d'une prise de sang avec un appel du médecin généraliste qui dit il faut vous rendre tout de suite aux urgences. Voilà. Donc ça, c'est la brutalité on passe de tout va bien à en fait j'ai une maladie grave. Et je sais même pas ce que ça veut dire ce nom, et je suis tellement fatiguée que de toute façon sur le plan cognitif j'ai même du mal à intégrer ce qui est en train de se passer. La deuxième fois, c'est brutal parce que je m'attendais pas du tout à ce deuxième diagnostic. Je savais, parce que j'avais participé à des rencontres comme celle-là, que c'était très souvent associé. J'avais bien compris le risque théorique, mais je pense être pourtant quelqu'un de rationnel. J'avais quelque part décidé que ça n'allait pas me concerner. Bon, voilà. Alors, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi parce qu'il n'y avait pas eu ces symptômes que je surveillais quand même, hein, de loin en loin. Et voilà, ça m'est annoncé dans une consultation plutôt de routine avec mon hémato. Et je pense que là, par contre, je suis vraiment en capacité de comprendre le diagnostic et de me dire, voilà, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je cohabite avec une maladie chronique, et ben ça va continuer. Donc c'est vraiment un coup de massue, en fait. Mais vous ne l'aviez pas senti venir? C'est-à-dire que même en termes de ressenti physiologique, de fatigue, etc., il n'y avait pas une dégradation au fur et à mesure, ou? C'est-à-dire que la fatigue, c'est l'ennemi numéro 1 depuis 2006, pour moi, vraiment. Donc il n'y avait pas eu de majoration, ou alors des majorations que je pouvais expliquer par le fait qu'entre-temps, j'étais devenue maman de 2 enfants. Que j'étais en train d'écrire un mémoire pour finir plus ou moins ma reprise d'études en psycho. Mais j'avais pas du tout anticipé. Et une fois que le diagnostic est posé, là arrive un nouveau traitement?
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui se passe finalement relativement bien pendant cette consultation d'annonce, c'est que tout de suite Monsieur Thériault me dit oui, c'est une mauvaise nouvelle, et en même temps j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous savez qu'on a des traitements maintenant qui marchent bien, et qui non seulement marchent bien sur les risques entre autres de thrombose, mais aussi qui pourraient alléger justement une partie de cette fatigue dont vous me parlez si souvent et qui vous rend la vie tellement difficile. Et donc, cette consultation, voilà, il y a cet effet coup de massue et en même temps, il y a cet effet Père Noël parce que M. Thériault me dit, bah voilà, là, on est en novembre, on va se prendre le temps de se préparer, mais le 24 janvier, vous allez commencer le premier Soliris. Et donc, pour moi, c'est, voilà, il y a l'espoir que le 24 janvier, ce soit un deuxième Noël. D'accord, donc il y a 2 mois où ça se passe plutôt bien psychologiquement. Bah, je suis en train de digérer, quoi, et ça se passe plus ou moins bien. Enfin, voilà, après, je pense que, encore une fois, ça fait des années que je cohabite avec les maladies chroniques et du coup, je pense qu'on développe des compétences d'adaptation. Et donc, je travaille à accepter ce qui est en train de se passer. Le 24 janvier, donc c'est l'arrivée du Soliris. Là aussi, il y a des bénéfices assez rapides. C'est psychologique, c'est aussi physiologique. Ça se déroule en combien de temps? C'est un peu la même question que pour Solange, finalement. J'ai l'impression que les premières semaines, je constate pas grand-chose. Mais finalement, si je réfléchis, 24 janvier 2018, à partir de mars-avril, c'est ça, je dois commencer à me mettre à écrire mon mémoire qui porte justement sur le vécu des patients avec une aplasie médulaire. J'étais en retard d'une maladie. Et en fait, je me rends compte que je me sens de mieux en mieux et que je suis en train de récupérer notamment mon cerveau, ce qui est pas mal en fait pour finir le master. Donc oui, il commence à y avoir des signaux. À l'été 2018, je me rends compte aussi que je peux commencer à faire des sorties à la journée avec mes enfants, alors qu'avant je pouvais pas. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait toujours un autre adulte ou qu'il y ait toujours une pause, comme Solange, qu'il y a une sieste. C'est-à-dire qu'il fallait toujours prendre en compte le niveau de fatigue à tout moment de la journée jusque-là. Mais avec le Soliris, vous dites donc que ça baisse. Et pourtant, quelques mois encore après, vous rechangez de traitement. Pourquoi d'un seul coup on se dit il y a quelque chose qui marche et je vais encore essayer quelque chose d'autre? C'est quoi le déclic C'est qu'en 2019, effectivement, M. Thériault me parle d'intégrer l'étude dont on a vu les résultats. J'avais pas encore vu, les résultats vraiment finaux autour du ravulizumab en sous-cutané. Et effectivement, je suis vraiment déjà hyper contente de ce qui se passe avec le Soliris. Ce que je vous avais dit, c'est que j'ai l'impression d'être sortie de la survie, en fait. C'est-à-dire d'être sortie d'un espèce d'état d'une vie minimaliste pour pouvoir vraiment apprécier et être plus active dans une vie presque ordinaire. Mais je réfléchis à la proposition de l'étude, d'une part parce que M. Thériault m'a parlé des résultats meilleurs du ravulizumab sur l'éculizumab, autour, encore une fois, de la fatigue, par exemple. C'est vraiment un argument principal chez moi. Donc, il me convainc sur le plan scientifique que potentiellement, ça va avoir des bénéfices individuels. Donc ça, clairement, c'est un argument. Et après, le deuxième argument, c'est que je me dis que j'ai eu la chance de bénéficier des traitements jusque-là et que participer aux études, c'est faire sa part. Je suis moi-même, je viens de finir un projet de recherche d'ailleurs pour lequel certains d'entre vous vont participer. Je sais ce que c'est aussi que d'avoir à chercher des personnes pour participer. Et là, je me dis, ça a du sens sur le plan individuel. Il va y avoir a priori des bénéfices, mais sur le plan collectif, ça me paraît important aussi, encore une fois, de participer. L'étude, elle est aujourd'hui finie et vous êtes sous protocole. Comment vous êtes traité actuellement? Alors, depuis l'automne dernier, effectivement, l'étude est vraiment, vraiment clôturée. Donc, ça a duré longtemps. Pendant 3 ans, j'ai bénéficié donc de ces injections, alors là, hebdomadaires, en sous-cutané à la maison, de ravulizumab. Et donc, l'étude se clôture et M. Thériault me dit, on repasse maintenant au ravulizumab à l'hôpital. Et c'est super intéressant parce que je vois que la plupart des patients ont dans l'étude déclaré que la version sous-cutanée était était préférable. C'est d'ailleurs moi-même ce que j'ai déclaré aussi dans les questionnaires. Et finalement, là,
C'est intéressant. Hein. Je reviens au ravulizumab toutes les 8 semaines. Et surtout, j'ai plus mon frigo encombré de boîtes, j'ai plus des glacières avec lesquelles je dois me déplacer pour aller en vacances, et j'ai plus mes enfants qui me disent c'est quoi ce bruit, parce qu'en plus, enfin, voilà, bref, je vous passe les détails, mais le boîtier que je devais m'apposer faisait du bruit, bref. Mais en tout cas, la maladie était présente à la maison, visuellement, et puis dans notre emploi du temps. Et finalement, je me dis que c'est pas mal qu'elle reste à l'hôpital et que j'ai à y penser que toutes les 8 semaines plutôt qu'une fois par semaine. Tous les mardis, quoi. Je veux dire, c'était hyper présent. Hein. À chaque fois qu'on ouvrait la porte du frigo, c'était là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix, docteur, entre guillemets, en tant que patient, comment ça se déroule ? À l'heure actuelle, les sous-cuts ne sont pas disponibles hors protocole. Donc, il y avait ce protocole-là qui a fermé. Comme le RAVU IV était disponible, les patients sont passés en IV. Et l'autre protocole dont j'ai parlé, qui est sous-cut, les patients qui ont voulu rester dans le protocole sont toujours dans le protocole, mais c'est protocolaire, c'est pas disponible. Et après, on va voir ce qui va être fait en termes de commercialisation. D'accord, merci. C'était juste pour imaginer comment ça se passe. Comment entre guillemets, on annonce à quelqu'un, le protocole est fini, vous n'avez plus le traitement que vous avez préféré d'après les résultats. Ça me paraît assez bizarre. Alors, en fait, les industriels, s'il n'y a pas, comme là c'était le cas, une solution d'aussi bonne qualité qui peut leur apporter la même qualité de réponse, ils sont dans l'obligation de continuer à fournir les patients du protocole. Mais pas sur la partie qualité de vie, quoi. Est-ce que j'ai le choix entre avoir la maladie à la maison ou à l'hôpital ? Voilà, ça non. C'est pour ça qu'ils ont pu arrêter de le fournir parce qu'il y avait un commercial équivalent, alors que dans l'autre où il n'y a pas, ils sont obligés de continuer tant que c'est pas commercialisé. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre sur la participation aux études, justement, ce que vous venez de dire ? En tout cas, j'ai bien entendu l'appel de Ingrid ce matin. Je ne sais pas si elle est encore là, qui parlait de son étude sur la fatigue, et notamment la fatigue cognitive dans nos maladies. J'avais commencé à remplir son protocole, je ne l'ai pas fini. Je pense que vraiment ce serait super que son étude elle puisse aller au bout. Justement parce que en plus de ces superbes études médicales, scientifiques, là on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à la qualité de vie et notamment à cette fameuse fatigue dont moi je parle, et les personnes qui me connaissent, je parle de ça depuis des années, quoi. Je me dis que c'est vraiment le truc dont on a besoin qu'on s'occupe parce que c'est ce qui plombe notre vie. Donc ouais, je pense que ça vaut le coup de participer, et c'est une manière aussi de faire entendre sa voix, parce que ça c'est vraiment un truc important pour moi, que la voix des patients soit entendue. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont envie de faire entendre leur voix et de poser une question, s'il vous plaît ? Oui ? Le micro arrive. En attendant, une question sur la vaccination que vous avez évoquée, sur le méningocoque. Donc la première partie pour Elisabeth, vaccinée ou pas aujourd'hui ? Ah bien sûr, de toute façon c'est obligatoire. C'est une question. C'est vraiment obligatoire, oui. Et dans les questions qui étaient venues avant, on nous demande, c'est quoi les recommandations pour la vaccination contre le méningocoque dans le cadre de l'HPN et de l'aplasie ? C'est tous les 2 ans, tous les 3 ans, enfin. Alors, actuellement, nous on recommande de le faire tous les 3 ans. Le commissariat de santé publique recommande tous les 5 ans. Le problème, c'est qu'on n'a pas de... En fait, c'est basé sur des études qui sont très empiriques, et que chez les patients qui n'ont pas de complément actif, comme les patients HPN ou les déficits en complément, on est incapable d'évaluer l'efficacité du vaccin biologiquement. Donc, en fait, on est obligé de rester sur des recommandations théoriques. Et on ne peut pas baser sur une efficacité réelle. Donc nous, on est resté sur tous les 3 ans. Le commissariat de santé publique a décidé de passer à tous les 5 ans pour les patients qui sont anti-C5. On ne sait pas qui a raison. On va dire qu'après, l'important, je pense que c'est surtout de ne pas oublier de le faire régulièrement et d'être vraiment vacciné avec les 2 vaccins qui sont complémentaires. Et puis, on recommande de plus en plus, on en parlera pour les inhibiteurs proximaux, où c'est là obligatoire aussi, mais de vacciner contre aussi le pneumocoque, l'hémophilus, parce qu'on sait qu'on a quand même souvent il y a des patients qui font des infections à pneumocoque ou avec des pneumopathies hémophilus, et qu'en plus, c'est des facteurs d'hémolyse intercurrente, d'hospitalisation et de transfusion dans ce contexte. Merci beaucoup. Donc, on avait une question, voilà. La grippe.
J'aurais aimé revenir sur le crovalimab, puisqu'en fait, j'ai fait l'essai thérapeutique l'année dernière et avec de gros effets secondaires. Et en parallèle, j'avais un bilan sanguin qui était formidable, en fait, comme j'avais jamais eu. Donc, j'aurais aimé savoir si vous aviez des retours d'effets secondaires avec ce médicament ou pas encore. Alors, on a les données, je vous ai dit, elles ont été présentées hier, donc je n'ai pas encore été de l'étude randomisée, notamment parce que c'est toujours important d'être comparatif pour justement savoir ce qui est aléatoire et ce qui est vraiment lié aux médicaments. Dans les premières études, il y avait surtout des problèmes d'effets secondaires au moment du passage du Soliris au crovalimab, parce que c'est deux molécules qui ciblent qui ont la même cible, donc ça posait des problèmes d'interaction entre les deux. C'est ça les principaux effets secondaires qui étaient rapportés. Moi, on a insisté pour que je le continue parce que j'avais vraiment des grosses douleurs articulaires et musculaires. Ouais. Et je me suis pas sentie, en fait. Alors, dans l'immense majorité des cas, ça disparaît une fois que l'autre molécule est éliminée complètement. Et ensuite, ils ont adapté le protocole en débutant à des doses un peu plus faibles pour éviter justement ces réactions qui sont des réactions immunologiques qu'on connaît bien, qui sont décrites quand il y a deux anticorps qui interagissent l'un avec l'autre. Et vous disiez tout à l'heure que les résultats, pourtant, étaient sensiblement les mêmes qu'avec le ravulizumab au niveau du bilan. Alors, c'est comparatif aux autres inhibiteurs. Alors oui, en termes d'efficacité, oui. Parce que moi, c'était le jour et la nuit, en fait. En termes d'hémoglobine, j'avais l'impression que ça m'avait fait monter vraiment en flèche. Après, ça, c'est la variabilité interindividuelle, mais sur l'ensemble des patients, ça ne fait pas beaucoup mieux. Enfin, ça ne fait pas mieux, c'est pas significativement mieux. Très bien. Au moins aussi efficace, en tout cas. Est-ce qu'on a une autre question autour de ces inhibiteurs terminaux? Oui. Je voulais juste dire à Elisabeth que j'ai exactement le même parcours et même date. On aurait pu faire des FaceTime le mardi avec les boîtes qui bipent. Et je pense également le côté psychologique avec le frigo plein de boîtes, ce qui est un peu compliqué parce qu'on a la maladie à la maison et que je suis partie aussi sur les 2 mois maintenant aussi. Mais on m'a parlé aussi de la prochaine étude qui est un comprimé, mais on n'a pas encore parlé de ça aujourd'hui. L'arrivée de la voie orale, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est parce que ça fait partie des inhibiteurs proximaux. Et que c'est le professeur de la donc c'est pour juste après. Dans quelques minutes. Merci pour la transition. Si on n'a pas d'autres questions, c'est une très bonne transition.